Bon, alors, en 78, je passe de McGill à Laval, et puis c'est une façon un peu de consacrer mon engagement envers ce qu'on a appelé au tout début l'Amérique française, mais qu'on a choisi d'appeler plus tard, nommer plus tard la Franco-Amérique. Avec moi, avec les deux anthropologues que je viens de nommer, avec un collègue prof à Laval d'origine américaine, Dean Lauder, et avec un collègue géographe d'origine française, Christian Morissonneau, et puis d'autres, des, des Québécois un peu qui ont beaucoup baragouiné, navigué, comme Jean Morisset, et puis en dehors du milieu universitaire, cinéaste André Ladu et d'autres. On crée un réseau, on monte un réseau où on se penche ensemble comme ça, sur cet univers qu'on appelle aujourd'hui la Franco-Amérique. C'est-à-dire ce qui nous intéresse en tant que géographes et gens qui se penchent sur le champ culturel, c'est non pas le territoire juridique ou politique du Québec, mais ce qu'on a appelé l'espace d'appartenance, ou l'espace référentiel, ou l'espace de mémoire des Québécois et des francophones d'Amérique. Comme ça, on a monté un cours à Laval, le Québec et l'Amérique française, un cours en géographie où on faisait du terrain. Chaque année, on amenait des étudiants passer une semaine en milieu francophone hors Québec, chez les Acadiens, chez les francophones à Terre-Neuve, chez les Québécois, puis les Haïtiens en Floride, chez les Métis en Saskatchewan. On parcourt le continent à la recherche d'un espace de mémoire, des réseaux de communication, d'appartenance, d'échange, pour essayer de donner un certain sens à cet univers, et puis sortir du piège de ce que qui est utilisé souvent par les géographes, où ils parlent de l'Amérique du Nord comme étant l'Anglo-America, l'Anglo-Amérique. Mais on dit, mais oui, bien sûr, une Anglo-Amérique, mais un Franco-Amérique, il y a une Amérique autochtone, il y a une Amérique des Chicanos, et alors dévoiler une autre Amérique. Et c'était... on jugeait que c'était important de faire ça. C'est important sur le plan intellectuel, et puis peut-être, c'est un petit peu de la provocation dans le contexte politique, mais qui expliquait aussi le comportement des gens. Je me rappelle, j'avais un collègue à Laval qui est décédé maintenant, et puis il m'a dit une fois, un peu avant de mourir, il dit, vous savez, j'ai voté non aux deux référendums. J'étais un traître, non? Mais tu sais, je ne voulais pas perdre les Rocheuses. Et puis, bon, mais ça a l'air, c'est à première vue, absolument con. Mais c'est vrai, le Québec a un espace référentiel qui est énorme, qui est de dimensions, ce qu'on appelle parfois, géographes et d'autres, le continent Québec. C'est pas pour rien, tu sais, quand Riel a été pendu, tu sais qu'il y a eu des émeutes au Québec. Tu sais, ces événements-là étaient porteurs de sens. Là, ce qu'on appelle le Québec d'en bas, la Nouvelle-Angleterre, qui était qui a attiré presque 1 million de Québécois entre le 1860 et 1930. Il y avait deux versants
à la société québécoise, à l'univers, à l'espace intellectuel québécois. Il y avait le Québec d'en bas, puis le Québec d'en haut. Alors, on s'est penché sur ça, par le biais de l'enseignement, et puis par le biais de plusieurs bouquins, livres qui sont toujours des recueils. Parce que aussi, là, il y avait un autre engagement, plus ou moins conscient. Nous, on ne voulait pas parler des gens, on voulait donner la parole aux gens. Tu sais, puis on peut peut-être canaliser cette parole-là, mais donner un espace de parole et de communication, puis aider à tisser des liens au sein de cet univers francophone de dimension continentale. Au début, il n'y avait aucun intérêt dans le milieu universitaire, le milieu intellectuel, parce que, tu sais, l'Amérique française, c'était fini avec l'abbé Giroux et tout ça. Alors, il n'y avait pas encore un nouvel essor intellectuel. Les liens étaient surtout avec un chansonnier comme Zachary Richard, qui était beaucoup influencé par nos écrits, par d'autres Cajuns, cinéastes André Gladu et d'autres. Tu sais, c'était en sortie des murs de l'institution universitaire, et puis on communiquait avec des gens qui travaillent dans d'autres domaines, et puis on donnait une trame qui aidait aux gens de sortir de leur propre solitude, tu sais, imposée par le statut de minoritaire. Tu sais, ce nouveau statut de minoritaire dans la région d'enracinement. Alors, c'est ça, on a enseigné à Laval et puis on a commencé à produire des ouvrages collectifs et voilà, ça choquait certains collègues au début. Je me rappelle quand on a commencé le cours à Laval, il y a un collègue qui est décédé maintenant, qui est venu me voir et puis m'a dit « Arrête ça, c'est fini cette histoire d'une Amérique française, d'un Québec hors Québec. » Et pourtant, 2 semaines plus tard, il arrive avec une photo de sa grand-mère née à Boston. Et puis, il me montre ça. Alors, et puis, tu sais, on faisait le tour des collègues. Il y en avait le directeur du département qui avait un frère qui était missionnaire en Louisiane, un autre qui était originaire du Manitoba, un troisième dans la tente était président de l'association franco-californienne, et encore un autre, plusieurs frères qui sont partis en Nouvelle-Angleterre, puis demeurés là-bas, puis... alors voilà, on sortait tout ça du placard, puis on essaie de donner un nouveau sens à ça, qui n'était pas toujours apprécié sur le plan politique, ni côté québécois, comme je dis, nationaliste pur et dur, ou toute appartenance au territoire devait absolument arrêter obligatoirement aux frontières juridiques du Québec, mais aussi du côté canadien, du côté canadien, parce qu'on ne proposait pas un Canada bilingue d'admirer ou ce qu'on admirer. Tu sais, les liens hors frontières du Québec allaient en grande partie vers le sud ou vers la Nouvelle-Angleterre, le Québec d'en bas, le pays des Illinois, le pays d'en haut, la Louisiane. Alors ça rentrait pas dans le portrait de cet autre projet politique. Mais enfin, c'était passionnant, quoi. Alors, on a continué, et puis c'est pas fini. Maintenant, c'est devenu un champ d'intérêt qui est tout à fait légitime. Il y a beaucoup de littéraires,
qui travaillent dans le domaine, des sociologues comme Joseph Yvan Thériault, des étudiants qui sont passés par Laval. Je pense à une fille originaire de l'Oregon qui est venue faire une maîtrise en histoire à Laval, Melinda Marie Jeté, qui a fait un mémoire ici sur les jetés de l'Oregon, et puis un autre, un anthropologue originaire du Grand Lac des Esclaves, Michel Bouchard, qui a fait son mémoire de maîtrise avec Louis-Jacques Doré, encore une fois sur les francophones du nord de l'Alberta. Alors, tous ces gens-là sont sortis des placards, et puis maintenant il y a des colloques, il y a des revues, et puis il y a beaucoup d'études pointues dans le domaine. Alors ainsi pour la Franco-Amérique, qui était comme ça une implication dans le milieu, c'est sûr. Tu sais, je ne pouvais pas ne pas me pencher sur cette question-là, mais aussi c'était quand même le prolongement de mes préoccupations intellectuelles au sens rapport entre culture et territoire, langue et territoire, mutation culturelle, identitaire et tout le reste. Changement dont j'ai été témoin dans le Pacifique aussi, mais à un autre niveau. Tu sais, des gens qui... la période des indépendances nationales dans le Pacifique. Enfin, tout ça pour dire que c'était un espace, la Franco-Amérique, qui était aussi toujours un espace qui n'était pas identifié à une seule discipline. C'était transdisciplinaire, forcément, mais la géographie au sens espace-territoire proposait un peu offrait le point de départ pour faire une lecture qui nous amenait vers la littérature, vers l'ethnologie, vers l'histoire, la sociologie, plusieurs autres domaines scientifiques. Mais étant donné que la question du Québec ou la question du français, de la langue française, était une question extrêmement chaude au Québec et au Canada aux années 80 surtout. J'ai fait des contrats au niveau fédéral pour le secrétariat d'État sur l'État puis les besoins des francophones à Terre-Neuve et au Labrador, par exemple, et puis les jeunes anglophones en milieu rural au Québec, mais aussi il y avait des projets, on a lancé des projets culturels, mais qui avaient une portée politique, je pense. Alors, j'ai été prêté pendant un an au secrétariat permanent des peuples francophones dans le Vieux-Québec en 86-87, un organisme qui avait été créé par René Lévesque, justement pour entretenir des liens entre le Québec et les milieux francophones hors Québec. Et puis, le secrétariat chercher tous les moyens pour faire ça. Tu sais, il y avait un club Québec-Louisiane qui était animé surtout par des jeunes qui sont allés enseigner le français en Louisiane pendant un an. Et puis Québec-Ontario, etc., etc. Et puis où on voulait inscrire, le but était d'inscrire le Québec et le français, le Québec, le continent Québec, dans la modernité de l'Amérique. Alors, j'ai proposé comme ça un projet au SPPF de faire quelque chose autour de Jack Kerouac,
dans le sens que Jack Kerouac, un franco-américain d'origine, qui avait marqué l'Amérique. C'est un des plus grands écrivains américains du XXe siècle. Et puis, mais on fait quelque chose avec lui pour mettre en évidence la contribution des Canadiens français, au sens large, à l'émergence d'une certaine modernité américaine. Et puis, on a organisé un grand événement à Québec, dont j'étais le responsable, une rencontre internationale Jack Kerouac, où on a eu Ginsberg et Ferlinghetti, puis Robert Frank, et puis d'ici Victor Lévy-Beaulieu, Herménégilde Chiasson, tout le gratin, où on cherchait à mettre en évidence le côté canadien-français de Kerouac. Tu sais, qui était quelque chose qui échappait totalement à la compréhension de Ginsberg et des Ferlinghetti de ce monde-là, à la compréhension du lecteur, le commun des lecteurs américains. Et puis bon, encore une fois, un grand événement, mais hors université. Tu sais, on a pris la place un peu des littéraires, mais pour faire autre chose, tu sais, avec la littérature. Et puis c'est aussi pour illustrer un autre courant qui est constant ici, c'est que si les universitaires, les anthropologues, les géographes, les sociologues, d'une façon générale, n'ont pas cherché à décrire le Franco-Amérique, mettre en évidence, et puis ça pour des raisons souvent fondamentalement politiques. Tu sais, on est québécois, on n'est pas américains ou canadiens. On a constaté qu'il y a toute une panoplie de gens issus de la Franco-Amérique, une panoplie d'écrivains qui cherchent à écrire ce récit des francophones en Amérique. Kerouac l'a fait avec On the Road, qui a transformé les personnages, qui devait être d'abord, au départ, un Québécois, un Franco-Américain. Et puis, VLB l'a fait, Gabriel Roy a essayé de le faire, Michel Tremblay l'a fait dernièrement avec sa trilogie le saga des Desrosiers, la traversée du continent, avec la saga de cette famille qui fait partie de ses propres origines maternelles, établie d'origine métisse, établie dans une bled de la Saskatchewan. Alors, c'est toujours là, dans le milieu de la création, et puis nous, on est arrivé d'une perspective plus scolaire pour chercher à donner un sens à tout ça. Alors, voilà, ça c'est... et puis bon, ça c'est un homme grand, Jack Kerouac, at the crossroads of many cultures. Jack Kerouac à la confluence des cultures. C'est un petit ouvrage qu'on a fait suite à l'événement en 87. Et puis là, je suis en train de travailler sur un autre, une sorte de mise à jour avec ça, avec Gabriel Antil qui fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais qui est un des responsables avec Franco Nuevo d'une série d'émissions qui passe à Radio-Canada en ce moment, une série de 4 émissions sur Kerouac et puis sur la route où on part à sa recherche. La recherche de ses origines dans le bas du fleuve, son vécu, son enfance à Lowell, et puis sa vie d'adulte à New York, mais aussi son influence sur des gens comme Zachary Richard et puis Denis Van Béchard et d'autres. Bon, mais alors... le Pacifique m'appelle, tu sais, j'ai deux milieux de vie, je pense, au sens intellectuel et puis au sens humain. Le Pacifique
et la vallée du Saint-Laurent, le Québec. Et alors, en 89, un collègue de l'Université d'Hawaï, il dit, mais pourquoi tu ne viens pas enseigner pendant une session ici? Puis j'avais déjà enseigné là au milieu des années 70. Et puis je dis, mais pourquoi j'y retourne? Et puis pour reprendre contact avec le Pacifique. Et puis la première chose que plusieurs personnes me demandent, c'est, mais où est-ce que vous avez été tout ce temps-là? Parce que je n'étais pas dans les parages pendant 10 ans. Alors, c'était un peu un choc, là. C'était comme la famille, ou une partie de ma famille qui me convoque, ou puis un petit rappel à l'ordre, tu sais. Et puis, alors, je décide d'y retourner pour le vrai, mais cette fois-ci, non pas en tant que chercheur, celui qui passe, mais en tant qu'enseignant, en prenant des postes dans la région. Alors, je prends un congé de 3 ans de Laval en 90 pour aller enseigner à l'Université du Pacifique Sud, au Fidji, qui est une université qui dessert une douzaine de pays dans le Pacifique. Alors, tu as des étudiants de partout, de la Micronésie, des îles Salomon, de Samoa, Tonga, Fidji, bien sûr, et puis Nauru, etc., etc. Et alors, je deviens à ce moment-là plus participant, dans le sens, les Océaniens deviennent mes collègues, mes étudiants, et puis mes voisins, et puis j'investis la région d'une autre manière. Alors, je passe 3 ans à l'Université du Pacifique Sud, un contrat de 3 ans, puis je retourne à Laval, et puis bon, ensuite, Laval entre dans une période de restriction budgétaire que vous connaissez bien maintenant, et puis je pense que Laval était en 97 100 millions de dollars dans le rouge. Alors, la très haute administration envoie une lettre à tous les profs en haut de 50 ans, puis on demande est-ce que vous aimeriez quitter l'université. Si vous voulez partir, on vous donne 1 an de salaire étalé sur 2 ans. Et puis, bon, à ce moment-là, j'étais déjà en congé sabbatique au Fidji, et puis on m'avait proposé un poste à Sydney comme directeur de l'école des sciences de la Terre. Et puis, je rentre à Laval, puis je vais voir un doyen. Je dis, mais quand on est en congé sabbatique, on est censé de rentrer pour la période équivalente, tu sais, pour payer ses dettes, quoi. Et puis il dit, non, pas de problème, vous pouvez passer. Alors, je suis parti, je suis retourné dans le Pacifique, et puis j'ai passé 4 ans au Sydney, à l'Université de Sydney, sur le pourtour du Pacifique, mais en relation constante avec Fidji, la Nouvelle-Calédonie. J'ai amené des étudiants en voyage, des échanges avec des gens à l'Université française du Pacifique, et puis l'Université du Pacifique Sud, et puis voilà. Mais ce qui était, je pense que l'événement le plus important pendant ce séjour, c'est que où tout converge dans ma façon de lire le monde, mes engagements envers l'autre, c'est que je pense que c'était vers 1990, ce collègue de l'Université d'Hawaï, ou la revue de l'Université d'Hawaï, The Contemporary Pacific, me demande de faire le compte-rendu d'un numéro spécial de la revue Ethnie, que je pense qu'il y a quelque part sur la table, une revue grand format, Ethnie, oui, voilà, en bas.
Renaissance du Pacifique, qui était renaissance culturelle dans le Pacifique. Donc une série de textes, d'entretiens, de témoignages de la part d'écrivains, puis d'artistes océaniens, d'hommes politiques. Et puis, dans cette revue, je tombe sur un entretien avec Jean-Marie Thibault, un homme politique kanak qui avait été leader, chef du mouvement indépendantiste pendant les années 90, qui avait été assassiné en 1989. Donc, un homme que je n'ai pas connu, son parcours à peine non plus, parce que j'étais absent du Pacifique. Et bon, je tombe sur cet entretien avec lui, et puis je suis complètement secoué par ce qu'il dit, ce qu'il raconte, sa vision du monde, c'est ce qu'il propose. Et voilà, je pars à sa recherche. Je vous ai dit au tout début que j'étais toujours attiré par l'autre, et puis je voulais aller chez l'autre, connaître l'autre. Ce qui était important pour moi, c'était la reconnaissance de l'autre et puis le besoin de lire le monde à travers les yeux de l'autre. Et puis ce besoin, cette urgence-là n'a pas changé. Je trouve que ça devient c'est un besoin constant dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'était à la fois un besoin intellectuel, mais personnel aussi. Je pense que si je plonge de nouveau dans mon enfance à Whitby, j'aimais toujours les phares, et puis les gardiens de phares, et puis les cornes de brume. Et puis, adolescent, j'ai visité des phares, et puis au moment où je voulais devenir gardien de phare, c'était pas passé chez l'autre, mais c'était la recherche d'une solitude absolue, je pense. Mais puis heureusement que je suis pas devenu gardien de phare, parce que c'est un métier qui n'existe plus. J'aurais été en chômage très, très tôt. Mais un prolongement de ça, c'est que à un moment donné, j'ai rencontré des gens qui sont passés de l'autre côté, ce qu'on appelle parfois des transfuges. La première fois que ça m'est arrivé, c'était quand j'ai fait mon terrain de maîtrise sur le Rupununi. J'ai rencontré plusieurs transfuges là. Dans un cas, c'était 2 militaires britanniques qui avaient été ils ont fait leur service militaire à Singapour, quelque chose comme ça. Puis ils ont tout claqué, puis ils se sont installés sur le Rupununi. Il y en a un qui vivait en tribu, l'autre avait une petite case où il vendait de la boisson sur le bord d'une piste. Et puis j'ai connu un autre descendant d'Écossais qui sont allés aux Antilles dans la deuxième moitié du 19e siècle et puis qui sont arrivés sur le Rupununi au 20e siècle et puis avaient une grande famille étendue amérindienne et vivaient dans la brousse. Et puis je suis allé passer quelques jours chez lui. Et il y avait je voyageais en pirogue et puis des cages comme les autres, un petit peu plus sophistiquées, et puis avec quelques objets, un peu de vaisselle, un peu d'argenterie qui avait hérité de ses ancêtres, encore une fois écossais. Mais j'étais impressionné par ces gens qui avaient tourné le dos et qui avaient embrassé une autre culture. C'était aussi un cas de simplicité volontaire avant le temps, je pense, d'une certaine façon, mais pas en solitaire, mais en société. Trouver une société avec d'autres valeurs ou l'illusion de d'autres valeurs.
Peut-être c'est la version du XXe siècle ce qu'on appelle des peigneurs de rivage au XVIIIe siècle dans le Pacifique. Les explorateurs qui arrivaient, les Hollandais, les Français, les Anglais, souvent il y avait des membres, des matelots qui quittaient comme ça, qui débarquaient. Et puis disaient, dites bonjour quand à la famille quand vous rentrez à Amsterdam, mais on reste ici. Et puis c'était à la fois ces gens des transfuges, mais aussi un peu plus complexe sur le plan sociétal, parce qu'ils étaient également peut-être des entremetteurs, des gens qui faisaient le va-et-vient entre deux cultures, qui parlaient plusieurs langues, qui possédaient certaines connaissances dont la société d'accueil avait besoin dans le Pacifique au XVIIIe siècle, avec les peigneurs de rivage, c'était des armuriers, des gens qui parlaient anglais, français, espagnol et tout ça. Donc pour le commerce, un peu, ils ont joué le rôle un peu comme les métis dans l'Ouest canadien ou la deuxième moitié du XIXe siècle. Des passeurs quoi. Jean-Marie Thibault était un peu un passeur. Il expliquait aux uns à chaque partie, il expliquait l'autre culture, l'autre civilisation, puis il essayait de dresser des ponts, des passerelles entre deux ou entre plusieurs civilisations. Enfin, tout ça pour dire, arrivé dans le Pacifique, d'abord en Nouvelle-Guinée, j'ai rencontré d'autres transfuges. Dans les hautes terres, il y a des chercheurs d'or qui sont montés dans les hautes terres seuls à la fin aux années 30 et puis sont restés là et puis ils ont épousé des femmes de la place. Il y a une grande famille, la famille Lay, il y a Jack Fox, qui n'avaient plus de lien avec ils ne retournaient plus dans leur pays d'origine. Et puis, bon, j'en ai vu d'autres dans le Pacifique, en Polynésie française. À 2 occasions, j'ai vu des Japonais qui avaient tout quitté pour vivre chez les Polynésiens, les Tuamotu. Puis des Japonais qui disaient, mais vous savez, le retour est impossible. Je ne peux pas retourner au Japon où on a 10 jours de vacances par an et puis c'est mal vu qu'on prend et puis on travaille comme des dingues et tout ça. Ici, je fais autre chose, je vis autrement. Peut-être leur vision de la société d'accueil était un peu rêveuse, étant partiellement intégrés, ils n'étaient pas assujettis à toutes les contraintes ou les exigences de la société d'accueil, mais c'est ça. J'ai vu beaucoup de gens pour qui le transfuge, pour qui le retour était impossible. Et puis bon, à l'époque où je faisais mon doctorat, j'avais un ami anthropologue qui travaillait dans les hautes terres comme moi, un Britannique, et puis lui, il a fait 1 an, 18 mois, ou il devait faire 1 an, 18 mois de terrain comme moi. Moi, j'ai fait construire une petite case pour moi, et puis bon, je vivais à part, mais lui, il s'était installé très rapidement dans la maison des hommes, et puis il circulait à travers les réseaux d'échange traditionnels, de tribu en tribu, et puis venait le moment de rentrer à Canberra, puis rédiger sa thèse,
Mais il n'était pas capable. Il n'était pas capable. Et puis il y a des gens qui ont dû aller le chercher pour le sortir de force de Chimbu où il restait. Et puis rentrer en Australie pour rédiger sa thèse et puis présenter un séminaire, assister au séminaire des autres. Il n'était pas capable. Il est allé vivre à Sydney, à King's Cross, dans le quartier des bordels et tout ça, l'autre extrême de l'Occident, tu sais, parce que il n'était pas capable de partager cette vision désincarnée du monde de là où il a vécu, des gens parmi qui il a vécu. Et puis quand il fallait qu'il vienne à Canberra, mais il est resté chez nous, et puis on parlait de tout ça, quoi. Mais voilà, c'est ça. Il a failli devenir transfuge, mais on est allé le chercher. Je pense que c'est ça. Et puis c'est le genre de sort qui est arrivé à plusieurs anthropologues. On parlait de Pierre Clatre, et puis il y en a d'autres qui sont reçus chez l'autre et puis qui partagent l'intimité de l'autre et puis les secrets de l'autre et puis où l'autre est toujours dans une situation d'extrême vulnérabilité ou faiblesse par rapport à notre monde, parce que nous sommes les puissants et puis eux, ils sont condamnés à survivre dans la mesure du possible, quoi.